On a du mal à croire que la santé peut passer par, son assiette. C'est d'ailleurs l'objet du livre que vous avez coécrit, avec votre épouse, parce qu'on a tendance à oublier effectivement que mieux vaut prévenir que guérir, Tout à et fait. là, c'est aux médecins que je parle. Donc on va faire régulièrement, donner des conseils, et j'encourage effectivement les internautes à aller lire le livre que vous avez coécrit, qui est paru il y a à peu près 2 ans de ça, 2 aux ans, ouais. éditions Flammarion. Et qui fait un carton, puisqu'en plus, vous êtes, votre épouse sait de quoi elle parle, puisqu'elle est, justement spécialiste en tout ce qui est, nutrition, diététicienne, donc c'est pas surprenant que vous ayez écrit ce livre à 4 mains, vous, J'ai pour été parler du conseillé, j'ai été conseillé. oui, vous étiez à bonne école, j'allais dire, et on va parler aujourd'hui plus précisément de «Je gâte ma prostate». Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que, quoique vous me direz Ouais, si les femmes ont l'équivalent d'une prostate ou pas, mais c'est vraiment un guide. Vous, en tant que chirurgien urologue, et votre épouse en tant que diététicienne nutritionniste, qui donne des conseils, des recettes simples, faciles à faire pour justement arriver à se préserver de ces maladies, parce que la prostate, en fait, ou le cancer de la prostate, puisqu'on dit souvent: «J'ai un problème de prostate», c'est un phénomène dont on entend peut-être de plus en plus parler, lié entre autres au phénomène de vieillissement de la population, tout à fait. docteur. Oui, en fait, les gens sont atteints de problèmes prostatiques. À peu près, il y a 5 millions de personnes en France qui sont atteints, et dans le monde, il y en a des millions et des millions. Mais en fait, il y a 2 types de grandes pathologies dont les gens souffrent. C'est, la croissance de la prostate qui est liée à l'âge, avec une prostate qui grossit et qui gêne les hommes, au niveau urinaire. Et d'un autre côté, il y a une dégénérescence de la glande qui est plus ou moins naturelle, qui peut entraîner un cancer de prostate. Alors souvent, les cancers de prostate, quand on les diagnostique, ils n'ont pas de symptômes. Quand on commence à être gêné au niveau urinaire et qu'on a un problème de cancer de prostate, c'est un peu grave. Mais en Mmh. fait, la philosophie de ce livre, c'est pas se substituer à un médecin oncologue, un radiothérapeute ou un urologue. Bien sûr, on continue quand on fait du dépistage, à diagnostiquer des cancers et à les traiter, mais c'est plus, comme vous le disiez, en amont. C'est ce qu'on appelle la prévention Mmh. primaire, qui coûte pas très cher, mais qui demande un peu d'effort de la part du médecin et du patient. Donc, il y a une grande partie du livre qui est consacrée aux aliments qui font bien fait pour notre prostate, qui n'empêchent de développer ou de ralentir le développement d'un cancer. Attention, ça ne se substitue pas. Ce pas des aliments magiques qui vous empêcheront d'avoir un cancer, mais si vous en avez un, il ne sera pas très important. Et s'il y en a un, s'il est minime, peut-être que ça ne le fera pas se développer. Et il y a des recettes où vous pourrez appliquer les aliments qui sont bénéfiques pour vous. Il y a aussi une petite partie sur des aliments qui ne sont pas très bons pour la santé, mais pour le cancer de prostate en particulier, mais pour tous les cancers en général, comme les viandes rouges, les produits laitiers, les acides gras trans. Et puis après, il y a une petite partie que j'aime bien et que j'essaie d'insister dessus sur les habitudes de vie, les règles d'or de vie que les gens malheureusement négligent par manque de temps, ou on travaille trop ou autre, qui sont l'activité physique, ne pas devenir obèse, le sommeil, c'est très important, il est extrêmement négligé, les gens dorment de moins en moins. Il y a 80 ans, on dormait 8h30, 9 heures par nuit. Mmh. Maintenant, on en dort à peine 6h30 et c'est pas bon. Dans Mmh. mon livre, j'explique pourquoi, avec la sécrétion de la mélatonine qui permet de vous aider. Le stress aussi, ça c'est le mal du siècle, du 21e siècle. Le stress chronique, ça fait le lit de pas mal de maladies métaboliques comme le diabète ou l'hypertension, mais aussi le cancer. Donc il faut lutter contre le stress. Surtout que nous, en tant que Méditerranéens, on a déjà un avantage, puisqu'on revient souvent au phénomène où on vante souvent le régime Méditerranéen, méditerranéen, et puis on l'applique pas toujours. exactement. J'en parle exactement de plusieurs types de régimes et le meilleur régime actuel au monde qui a montré une amélioration de la durée de vie, de l'espérance de vie et en bonne santé, c'est le régime méditerranéen. C'est manger beaucoup de légumes, de fruits, de l'huile d'olive, manger un peu de viande, surtout des viandes maigres, et privilégier par exemple le lait de brebis, mais outre le fait de manger sain avec un régime méditerranéen, il faut pratiquer une activité physique. C'est important aussi. Parce que quand on parle d'activité physique, effectivement, tout de suite, les gens se disent, ou j'ai pas le temps, ce qui est plus un prétexte qui tient la route. Quand on parle d'activité physique, ça peut consister tout simplement à une demi-heure de marche, rapide par Exactement. jour. L'OMS précise qu'une activité physique qui permet d'améliorer l'espérance de vie ou même le bien-être, c'est 150 minutes par semaine.
ce qui Mmh. équivaut à 5 séances de 30 minutes ou 3 séances de 50 minutes. Il y a des choses toutes bêtes. Quand vous prenez le RER, au lieu de vous arrêter à votre station, vous arrêtez une station avant. Vous marchez 2-3 kilomètres à marche rapide. Et là, vous avez fait vos 30 minutes d'activité physique, mais sans aucun, entre guillemets, pas effort. Il y a un effort, bien sûr, mais sans avoir pris sur votre temps personnel. Mais il faut prendre, je pense que c'est important de réserver des petites plages horaires dans le week-end ou une fois par semaine pour faire une petite activité physique. Votre corps, il demande et il vous sera gré plus tard. Et il nous le rappelle effectivement si on le fait pas. D'autant plus qu'on a tous maintenant ce genre d'outils magnifiques. On Exactement. en a un, voire 2. Et il y a pas mal d'applications médicales qui comptent le nombre de pas, votre fréquence cardiaque, Mmh. ce que vous consommez quand vous mangez. Il y a pas mal de choses. Et même maintenant, on utilise ces applications, nous les médecins, pour surveiller la tension pendant la nuit, les apnées du sommeil. Enfin, c'est la technologie, elle peut nous rendre service. Voilà. Mmh. Donc on peut l'utiliser. Il ne faut pas être esclave de la technologie. Il faut que la technologie nous serve à vivre mieux. Et c'est possible. Pour revenir au sujet du jour, je gâte ma prostate, la santé qui passe par l'assiette. À titre préventif, heu, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Parce que la prostate, de ce qu'on connaît effectivement en France, pour en tout cas il y a des campagnes de dépistage qui sont organisées. On conseille en tout cas aux hommes, de consulter à partir de 50 ans, c'est ça? Voilà, alors, je vais vous donner quelques conseils basiques sur le dépistage du cancer de la prostate et après les aliments que je trouve bénéfiques qu'il faudrait essayer d'avoir dans son assiette tous les Mmh. jours. Tout d'abord, comme vous l'avez justement dit, il faut consulter un urologue vers 50 ans ou à 55 ans, mais pas forcément un urologue, votre médecin généraliste, vous pouvez lui demander de faire un dosage du PSA. Le PSA, c'est une hormone, c'est prostate spécifique antigène, c'est une hormone qui est produite que par la prostate. Il y a un certain seuil, quand elle est inférieure à 4, elle n'est pas suspecte. Mais quand elle est au-dessus de 4, ça veut dire qu'il y a peut-être des cellules cancéreuses qui se baladent dans le corps. Et ça, il n'y a pas que le fait, comment dire, le taux de PSA quand il est supérieur à 4, ce n'est pas le fait lié qu'au cancer de prostate. Ça peut lier à une grosse prostate, à une inflammation. Donc quand vous avez un taux qui est supérieur à 4, eh ben, vous allez voir votre urologue, il va vous examiner. Alors on fait de moins en moins le toucher rectal, parce que je sais que Oui, c'est une c'était barrière rédhibitoire, hein. pour les hommes. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que depuis à peu près 4 ou 5 ans, les nouvelles recommandations ne précisent plus qu'il faut faire un toucher rectal à la première consultation dans le cadre du dépistage. On a montré qu'un dosage de PSA, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plus la réalisation d'une IRM, alors maintenant en France, on est quand même doté de pas mal d'IRM. En Algérie, c'est plus compliqué. Je reviens d'un congrès Mmh. d'urologues en Algérie où c'est vrai qu'on a un problème d'accessibilité à l'IRM. Mais si vous êtes en France, votre urologue vous fait faire un IRM et juste avec l'image de l'IRM, on peut savoir s'il y a des zones anormales ou pas de la prostate. S'il y a une zone anormale, alors votre urologue il discutera avec vous du bénéfice et du risque d'une biopsie de prostate. Il réalisera par la suite un petit prélèvement au niveau de votre glande et là, il verra s'il y a un cancer ou pas. Mais le toucher rectal, maintenant, il est fait au moment de faire de la biopsie. Donc, il ne Mmh. faut pas avoir peur de ça. Vous pouvez aller consulter votre urologue. Moi, j'en fais quasiment plus beaucoup de toucher rectal, à part quand j'ai une suspicion et quelque chose qui ne va pas au niveau de la glande. Voilà. Et vous disiez effectivement, l'âge moyen, enfin, c'est entre 50 et 55 ans, Voilà. sauf quand on a un cas, Voilà. Quand dans connu. votre famille, vous avez votre père, votre oncle ou votre grand-père qui a eu un cancer de prostate, là, il vaut mieux faire un dosage vers 45 ans. Et aussi les populations africaines qui, eux, font des cancers beaucoup plus précoces et plus agressifs, plus méchants que la population caucasienne. Donc, eux aussi, il faut qu'ils le fassent vers 45 ans. C'est un cancer dont les signes cliniques au début sont inexistants? Ce qu'on appelle un cancer indolent. Il ne fait pas mal, il n'y a pas de cycle clinique. C'est pour ça que c'est important de faire le dépistage individuel, hein. Je ne parle pas de dépistage de masse, parce qu'il y a beaucoup de polémiques dessus, mais Oui, vers mmh, 50 ans ou 55 ans, le médecin, l'urologue ou le médecin peut vous proposer ce dosage. Et en fait, oui, et il vaut mieux le découvrir quand il n'y a pas de signe clinique. Ça veut dire que le cancer, entre guillemets, il est localisé à la petite glande de la prostate. Mais si vous avez du mal à faire pipi et que vous avez du sang dans les urines, par exemple, ou les reins ne fonctionnent pas bien, ça veut dire que le cancer de la prostate, malheureusement, il est devenu évolutif. Il est sorti de la glande, il est en train d'envahir les organes de voisinage. Et là, c'est plus compliqué à prendre en charge. Parce mmh. qu'il faut savoir, c'est que c'est un cancer de l'homme vieillissant, mais que l'on traite facilement. C'est le premier cancer en termes de fréquence, mais en termes de mortalité, c'est le quatrième ou le cinquième. Oui, à évolution lente, vous disiez Karim, c'est ça? Exactement, tout à fait, Mmh, c'est évoluant.
quelqu'un qui a un cancer de prostate, il lui faut 10 ans, 15 ans avant qu'il développe s'il n'est pas traité des métastases. Donc, si on le découvre à 65 ans, 70 ans, il y a le temps de le traiter, mais il faut le découvrir. Mmh. Ça me permet de faire un petit rappel parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui traînent encore, qui laissent penser que les cancers évoluent moins rapidement chez les personnes âgées ou que quand on avance en âge, on fait pas plus de cancers. Bah, les chiffres nous montrent que malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'espérance de vie s'allonge. Donc, les hommes vivent jusqu'à 82, 85 ans. Donc, on découvre de plus en plus de cancers tardivement. Mais Mmh. comme l'espérance de vie s'allonge, les gens, au lieu de mourir vers 85 ans, s'ils meurent vers 95 ans, vous découvrez un cancer à 80 ans, il aura le temps d'évoluer vers des métastases. Donc, c'est là où maintenant on a changé un petit peu le curseur et on fait de la radiothérapie et on traite des gens de 82, 85 ans. Voilà. Mmh Mais ce mh. qu'il faut savoir, et ça on n'insiste pas assez dessus, ce n'est pas parce qu'on vous découvre un cancer de prostate que forcément cela va déboucher sur un traitement. À peu près 50% des cancers de prostate que l'on découvre, la moyenne c'est vers l'âge de 70 ans, sont des cancers peu agressifs et on les surveille. Parce qu'il y a 15 ans, on a beaucoup, beaucoup traité les cancers, on a Mmh. beaucoup opéré, ça a entraîné certaines conséquences. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle de la surveillance active. Donc, c'est vrai que 50% des cancers, ça j'insiste dessus, ne sont pas opérés et simplement surveillés. Et après, au bout de plusieurs années, parfois on enclenche un traitement, parfois on reste dans la surveillance active. Oui, d'ailleurs ici en France, docteur Ferry, les patients qui entrent dans un protocole de surveillance et ils bénéficient, c'est ça, d'une ALD, donc d'une prise en charge, Dès que totale, vous avez le diagnostic d'un cancer de prostate en France, que ce soit un cancer du sein ou un cancer de la prostate, vous avez une ALD, c'est-à-dire une affection longue durée, tout est pris en charge. Sauf si vous avez un chirurgien qui est en privé, qui demande des dépassements, mais normalement, tout est pris en charge et n'importe que ce soit en surveillance active ou en traitement, vous serez remboursé et pris en charge. Oui, et on rappelle d'ailleurs que ce type de suivi, participe de réunions, multidisciplinaires et que c'est pas un seul médecin qui va décider du Dès que protocole le de soins. Mmh. diagnostic de cancer est posé par votre urologue, on prend votre dossier et on le discute en staff RCP, en réunion pluridisciplinaire de cancérologie, depuis le plan cancer en 2004. Et en fait, on discute avec l'oncologue, avec le radiothérapeute, avec le radiologue, avec l'anapathe qui a fait l'analyse de vos cellules, pour discuter quel est le meilleur traitement à vous proposer. Et souvent, on propose 2 à 3 traitements, et ensuite l'urologue ramène ces traitements en face du patient et on discute de façon conjointe. Parce qu'il y a des gens qui, eux, ne veulent pas garder leur prostate, donc moi, il faut me l'enlever, docteur, donc on passe sur la chirurgie. Mmh. D'autres ont peur de la chirurgie, donc on veut de la radiothérapie. D'autres, quand on sait que le cancer est peu agressif, on rentre dans un protocole de surveillance. Mais c'est fait, c'est une discussion conjointe et une prise en charge conjointe avec l'urologue et son patient. Et est-ce qu'on peut prévenir ce type de Alors, pathologie déjà, en si mangeant bien? vous avez des antécédents familiaux, il faut faire du dépistage, première chose. Ensuite, au niveau de l'alimentation, oui. Alors, il y a quelques aliments qu'il faut privilégier. Alors, il ne faut pas les manger tous les jours, mais faire un espèce de mix dans la semaine, manger tel ou tel aliment, mais modifier un petit peu son alimentation. Les aliments, moi, que je trouve hyper intéressants et qu'il faudrait prendre, c'est par exemple la grenade. Donc ça, c'est un fruit qu'on connaît bien au niveau du pourtour de la Méditerranée. C'est un fruit qui est hyper intéressant, qui est très riche en polyphénol, en antioxydants, et ça prévient le cancer de manière générale. Mais en particulier, les études ont montré que si vous mangez une grenade par jour, vous prenez un jus de grenade de 200 millilitres tous les matins, vous diminuez le risque de développer d'au moins un tiers le cancer de prostate. Il a même été montré que quand vous avez un cancer de prostate diagnostiqué, si vous vous mettez à boire ou à manger de la grenade de façon quotidienne, ce cancer sera moins agressif. Mmh. Le risque de faire des métastases, c'est-à-dire des cellules qui se sortent de la prostate pour aller se nicher sur d'autres organes comme l'os particulièrement, le risque est diminué aussi. Le taux de PSA est diminué. Ça, c'est un premier élément, c'est la grenade que tout le monde aime bien. Je pense que c'est facile à intégrer dans son alimentation. Ensuite, il y a la tomate cuite. Nous, dans la Méditerranée, on adore manger tout ce qui est sauce tomate. C'est très riche en lycopène, c'est un antioxydant très important. Il est montré que manger 1 ou 2 portions de tomates cuites par jour diminue aussi, prévient le risque de développer un cancer de prostate. Pas la tomate crue? C'est ça que Non. ah Alors, oui, la tomate crue, il y a quand même des lycopènes, mais le fait de la cuire et surtout de la mélanger avec de l'huile d'olive, avec un acide gras, ça augmente la libération de lycopènes. Bien sûr, il vaut mieux manger de la tomate crue que ne pas en manger du tout. du tout. Mais Mmh. l'idéal, c'est la sauce tomate qu'on peut mettre sur la pizza ou la faire cuire dans nos sauces.
Ça, c'est très bon. Après, on peut manger aussi un aliment que les gens n'aiment pas beaucoup, mais qui est extrêmement intéressant dans la cancérologie en général. Ce sont les choux. Choux de Bruxelles, chou-fleur, on aime bien le chou-fleur aussi. C'est très riche en éléments qu'on appelle des sulfofuranes, qui sont très importants et qui, eux, permettent aussi de prévenir. Ils ont une action importante en antioxydants. Ça, c'est les aliments qu'on peut manger tous les jours. Après, il y a des condiments qui sont extrêmement intéressants comme le gingembre et le curcuma. Vous pouvez parsemer vos salades, vos plats en prenant 1 gramme de chaque, ou faire des infusions de gingembre et de curcuma. Et ça, c'est un puissant élément antioxydant. Le curcuma, il y a une petite élément très important qui s'appelle la curcumine à l'intérieur du curcuma. On a même essayé d'isoler cette substance pour en faire des gélules de curcumine et on le donne aux gens qui ont, par exemple, qui font de la radiothérapie. On a montré que ça pouvait aider pour diminuer l'agressivité du cancer. Mais personnellement, je pense qu'il ne faut pas essayer de prendre les compléments alimentaires à base d'aliments. Il vaut mieux prendre l'aliment en lui-même. Parce qu'en fait, un nutriment comme la curcumine est active parce qu'il y a d'autres micronutriments qui sont dans le curcuma qui permettent que cette substance soit active. Et des fois, quand le prendre juste l'isoler, ça diminue son activité, son efficacité. On le connaît bien, oui. Pardon, Karim, on le connaît bien en tant que ses principes anti-inflammatoires aussi pour le Exactement, curcuma. anti-inflammatoire, le gingembre, c'est contre les nausées, ça agit aussi contre la tension. Le curcuma pouvait augmenter son efficacité en prenant du poivre noir, par exemple, ça multiplie par 100 son activité. Ça, c'est les éléments que vous pouvez prendre de façon quotidienne. Il y a aussi le soja que l'on peut prendre. Alors, le soja, je fais une petite parenthèse parce que des fois, vous pouvez lire sur Internet que le soja, bah, ça peut favoriser le développement de seins et autres parce qu'en fait, le soja contient ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. C'est une hormone qui mime l'action de l'oestrogène. Et on a montré en fait que le cancer de prostate, c'est un cancer hormonodépendant qui se développe avec une augmentation de la testostérone et une diminution de l'oestrogène. Et en fait, le soja, on a montré que ça permettait, quand on le mangeait de façon quotidienne, bah, de diminuer l'évolution du cancer de prostate et de diminuer l'apparition du cancer de prostate. Donc, il faut consommer du soja. Ce n'est pas vrai, ça n'agit pas sur la virilité de l'homme, ça n'agit pas sur le développement des spermatozoïdes. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'était au contraire bénéfique. Donc ça, c'est les éléments que vous pouvez prendre de façon quotidienne. Après, comme je le rappelais en préambule, il y a des aliments qu'il faut essayer d'éviter. Alors, nous sommes de gros consommateurs de viande rouge. La viande rouge, c'est pas bon. Dedans, il y a du fer, de l'hème, et ça, c'est des éléments qui peuvent favoriser le développement de cancer en général. Donc, il faut manger, l'OMS recommande 1 à 2 portions de viande rouge par semaine au maximum, ce qui fait à peu près 500 grammes. On en est loin chez nous, de plus Ah, en c'est ce plus. que je vous dis, il vaut mieux privilégier les viandes blanches, les œufs ou les protéines végétales. Il faut aussi lutter contre le lait, le produit à base de lait de vache, parce que le lait de vache, c'est très riche en IGF. L'IGF-1, c'est une hormone qui est pro-cancéreuse, qui crée de l'inflammation, qui fait monter l'insuline. Le lait de vache, c'est fait pour des veaux. Les veaux, ça fait 250 kilos. C'est pas fait pour un homme ou une femme qui font 50 à 70 kilos. Donc, si vous aimez le lait, il vaut mieux privilégier par exemple le lait de soja ou le lait à base de lait de brebis ou de lait de chèvre. Ça, il faut faire. Je pense que c'est intéressant. En plus, dans nos contrées, nous, le lait de brebis, le lait de chèvre, on adore ça. Il faut privilégier ça au lait de vache, qui est pas très bon pour l'alimentation et c'est très riche en plus en acides gras. Il faut aussi privilégier tout ce qui est riche en oméga 3, comme les aliments à base de poisson. Et il faut essayer de diminuer toutes les huiles transformées, l'huile de tournesol ou les aliments transformés qui, eux, sont riches en acides gras trans. Et ça, c'est très mauvais, c'est cancérigène. Des aliments qu'il faut bannir de votre alimentation. Voilà. Et donc, on parlait d'alimentation. Je reviendrai quelques minutes, si vous m'autorisez, sur la question du cancer de la prostate à proprement parler. On évoquait la question de dépistage. On vient de parler de formes préventives pour, ou en tout cas se préserver ou éviter, ralentir l'évolution de cette maladie. Mais vous l'évoquiez il y a quelques minutes également, Karim, les hommes ont souvent peur, quand on leur parle de cancer de prostate, de perdre de leur pouvoir érectile. Tout à fait. Alors, parce que une partie des cancers de prostate, quand ils sont un peu agressifs et que l'homme est jeune, on peut lui proposer un traitement radical, entre guillemets, qui permet de guérir, qu'on appelle la prostatectomie. C'est l'ablation
de la prostate. Mmh. Et autour de la prostate, il y a des nerfs qui passent, qu'on appelle les nerfs érecteurs, et qui permettent l'érection. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années, quand on faisait de la chirurgie, entre guillemets, je vais dire, entre guillemets, à l'ancienne, ben, on enlevait tout, la prostate, les vésicules et les nerfs. Et donc, les gens se retrouvaient sans érection. Ça, c'est vrai. Mais depuis 10, on va dire 10-15 ans, on a développé de nouvelles techniques chirurgicales, notamment la chirurgie robotique, que je Mmh. pratique, que beaucoup de chirurgiens maintenant pratiquent parce que les cliniques et les hôpitaux se sont équipés en robots. Ça vaut quand même cher. Un robot, ça vaut 2,5 millions d'euros. Mais le bénéfice pour le patient et les chirurgiens est quand même assez important. Avec le robot, on opère avec une caméra en 3 dimensions qui magnifie un petit peu ce que l'on fait. On a des mouvements à 360 degrés et cela permet de disséquer correctement les nerfs et ça permet de les conserver. Donc on conserve aussi le sphincter, les gens sont moins incontinents, ils ont moins de fuites après la chirurgie, c'est ce qui faisait peur aussi les hommes, Ouais. et on arrive à conserver un peu les nerfs, en sachant que maintenant on a beaucoup de médicaments, même quand les nerfs sont un peu atteints malgré la chirurgie ou la radiothérapie, les hommes peuvent recouvrir des érections. Moi je fais beaucoup de problèmes d'érection, on a des piqûres, on a des médicaments par la bouche, on a des crèmes que l'on peut appliquer, on a des médicaments maintenant assez innovants, j'en ai parlé quand j'étais en Algérie il y a une semaine, avec des ondes de choc que l'on peut faire sur la verge pour régénérer les corps caverneux. Maintenant, on peut injecter ce qu'on appelle du PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. Les femmes connaissent ça parce que ça permet de régénérer la peau. Aussi, pour les gens qui ont des problèmes d'arthrose, on injectait ça au niveau des articulations. Maintenant, on peut l'injecter dans la verge et ça régénère les corps caverneux. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes d'érection en post-opératoire, mais maintenant l'arsenal thérapeutique, à la fois chirurgical et prise en charge des dysfonctions érectiles, est assez conséquent et ça permet de retrouver une sexualité, entre guillemets, tout à fait correcte et satisfaisante pour le couple, malgré le traitement. Mmh. Vous évoquiez, si vous voulez, on conclura là-dessus, vous évoquiez un voyage récent en Algérie, puisque vous êtes rentré hier, à confronter avec, vos collègues, vos confrères chirurgiens urologues, où en est la prise en charge de ce type de pathologie? Et si c'était le cas d'ailleurs? Alors, le cancer de prostate est en train d'augmenter en termes d'incidence et de prévalence en Algérie, tout bonnement parce que les urologues se sont développés aussi et font du dépistage. Donc, plus on dépiste, plus on Qui trouve. s'en trouvent, En sachant que la prise en charge chirurgicale a aussi évolué, mes collègues font de plus en plus de chirurgie, que ce soit par voie ouverte ou par voie cœlioscopique. Alors, il n'y a pas encore de chirurgie robotique, mais avec ce qu'ils font, je pense que ça viendra Mmh. un moment ou un autre. Le problème, c'est plus, par exemple, quand on veut traiter les gens par radiothérapie, où là, il y a un problème d'accès aux machines de radiothérapie. Il y en a deux ou trois dans l'Algérie. Il y en a une à Oran, ce qui n'est pas assez pour tout l'ouest algérien. Il y en a deux, je crois, du côté de Alger. Donc ça, c'est pas suffisant. Et la radiothérapie permet de traiter plein de cancers. Donc il n'y a pas que le cancer de la prostate qui peut être traité par radiothérapie. Donc vous avez un cancer du sein ou autre, bah, les listes d'attente sont longues et plus on attend, plus le cancer il évolue. Après, l'autre problème, c'est aussi dans le dépistage, même s'il a augmenté. Je vous avais dit que nous, en France, maintenant, on faisait l'IRM. L'IRM, ça permet de donner une bonne photographie du cancer et ça permet de diagnostiquer le cancer et de faire un bon plan de traitement. Le problème, c'est que les IRM aussi sont difficiles d'accès en Cher Algérie. aussi, ouais, et puis C'est le cher et il n'y a pas assez de machines et puis les gens ne peuvent pas se permettre. Donc, ça évolue. On trouve de plus en plus de cancers. On les traite de plus en plus, mais ça reste une prise en charge qui reste toujours un peu inférieure à ce qui se fait dans d'autres pays par un manque de moyens ou par un manque, je vais être assez gentil, de mauvaise utilisation des moyens pour mmh. permettre à la population d'accéder à certains traitements ou diagnostics, en fait, appareils de On n'échappe pas on n'échappe pas à la venue de patients étrangers, de patients algériens, entre autres en France, pour Tout venir à se fait. faire soigner. Moi, j'ai beaucoup, je peux dire beaucoup, mais j'ai quelques patients qui viennent d'Oran ou de Alger pour des seconds avis, en me disant, voilà, docteur, on m'a proposé ça pour mon cancer, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, est-ce qu'il faut faire autre chose? Donc, je reprends le dossier, oui, on a pas mal de seconds avis. Et souvent, quand on propose de la chirurgie, bah, ils restent, quand ils ont les moyens, se faire opérer en France, même s'il y a quelques équipes comme à Bab el-Oued, par exemple, que je peux vous citer, à l'hôpital de Oran au CHU, où j'ai un très bon ami qui vient d'être nommé chef de service, où Mmh. la prise en charge chirurgicale commence à être optimale, entre guillemets. Génial, génial. Donc, voilà. Donc Mais il y a des si délais si d'attente. oui, on le sait. Alors, on a parlé de la prostate, on pourrait parler de la vessie une autre fois si vous le voulez, Avec mais plaisir. voilà.
à rappeler que et je m'appuierai sur le livre donc paru aux éditions Flammarion, Moi, j'ai un petit av exemplaire, co hein, si vous voulez le voir. oui, 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 coécrit avec votre épouse, effectivement, qu'on pourrait avoir comme un livre de recettes de cuisine. Tout à fait. Je pense que la prévention, de manière générale, c'est important, pas que pour le cancer de prostate. Moi, je suis urologue, mais je fais aussi de la médecine anti-âge, un peu de médecine esthétique, et je pense que la prévention, elle est négligée dans tous les pays du monde. Et ce n'est pas que pour le cancer, mais par exemple, l'explosion des maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension, les AVC, c'est en Algérie, elles sont légion. Mmh mh, mmh. C'est dû à une entre guillemets, à une alimentation qu'on a voulu se rapprocher de l'Occident, mais qui n'est pas si bonne que ça. Il faut revenir à ce que l'on faisait avant et à privilégier l'activité physique, le sommeil, diminuer le stress. Alors Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Algérie ou en France. Et ça, c'est très important. Ça coûte pas cher. Il faut juste se retrousser les manches et avoir pas mal de volonté. Mais les résultats, on les retrouve à long terme. On est gagnant. Mmh. Voilà. Et autant vieillir en bonne En bonne santé. santé. Voilà. Mmh. Hein, je répète, je citais, mon grand-père qui disait: «Je préfère aller chez le boucher que chez le médecin». Non pas qu'on n'ait pas besoin de médecin, mais Mais non, il voilà. faut de tout. Au Il faut de tout. Oui, au-delà de l'amitié que je vous porte, hein, et autant vous voir de loin de temps en temps. Merci pour ces conseils. Vous saluerez votre épouse